Bonjour et bienvenue à la présentation sur les études universitaires en sciences économiques à l'ESG UQAM. Alors, je me présente, je suis professeure Marie Connolly, je suis aussi directrice des programmes de premier cycle et ça va donc me faire plaisir de passer quelques minutes avec vous pour vous présenter les programmes de premier cycle en sciences économiques. Donc d'abord, je vais vous présenter, avant de parler spécifiquement des programmes, je vais vous parler un petit peu du département des sciences économiques de l'ESG UQAM. Je vais vous parler un petit peu des questions que se pose un économiste. Pour certains, ça peut être encore un peu nébuleux. Qu'est-ce que fait un économiste? À quoi ça sert la science économique? Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec un diplôme en sciences économiques? Donc d'abord, je vais commencer par vous parler un petit peu de l'économie en général et de notre département. Et puis ensuite, je vais présenter un petit peu les programmes de baccalauréat et de certificat en économique, donc le premier cycle. Et ce qui est très intéressant et une raison pour laquelle je suis très heureuse de vous présenter ça aujourd'hui, c'est qu'on vient tout juste de faire des modifications majeures à nos programmes de premier cycle, des mises à jour de contenu et de cheminement. Et ces programmes deviennent effectifs pour la première fois à l'automne 2020. Et donc, si vous venez étudier chez nous, vous serez les premiers à faire partie de ces nouveaux programmes. Et donc, on a fait plusieurs améliorations. Je vais essayer de vous les présenter, de vous présenter toutes les plus importantes. Donc, le département des sciences économiques, on est en ce moment 32 professeurs. Vous en voyez un grand nombre ici à l'écran. On est un département qui est assez jeune et dynamique. On a beaucoup d'embauches dans les dernières années, ce qui fait en sorte qu'on a plein de gens qui sont très motivés et aussi, on est très fort en recherche dans différents champs de recherche. Donc, on a des professeurs qui couvrent pas mal tous les champs de recherche, la macro, la politique monétaire, la finance internationale, l'économétrie, l'économie publique, l'économie politique, l'économie du travail, l'histoire de la pensée. On couvre donc un grand éventail de champs de recherche. On a aussi certaines, entre guillemets, personnalités dans notre département. On a effectivement, vous n'avez pas sa photo ici, mais Nicolas Marceau est ancien ministre des Finances du Québec. Alain Paquette a aussi passé beaucoup de temps au gouvernement du Québec en tant que député, donc certaines personnes qui sont assez engagées dans le milieu politique également. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce que fait un économiste, qu'est-ce qu'on fait en recherche en économie, mais aussi comment ça peut être intéressant sur le marché du travail. Et donc, j'avais déjà préparé une version de cette présentation l'année passée et je vous présentais différents travaux de recherche des professeurs au département. Mais là, je me suis fait aujourd'hui une version pandémie des questions que se pose un économiste parce que le contexte actuel a fait que beaucoup d'entre nous ont réorienté nos questions de recherche et ce que nous faisons. Et donc, je vais vous présenter un certain nombre de choses que les professeurs au département font. Et je pense que ça montre bien, entre autres, l'engagement des professeurs au département en temps normal, mais aussi en temps de COVID-19. Et donc, on est un département qui font de la recherche qu'on pourrait appeler, si on veut, fondamentale en économie, mais aussi de la recherche-action, c'est-à-dire la recherche qui vise à orienter les politiques publiques, à donner des pistes d'évidence, à aider la prise de décision et de la recherche aussi qui veut être vulgarisée, donc qui s'adresse aux médias, aux gens dans le grand public. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples ici. Premièrement, on est un certain nombre du département, Jean-Denis Garon, Dalibor Stevanovic, Raquel Fonseca, Catherine Hack, Julien Martin et moi-même, qui avons été nommés à un comité d'experts d'un centre de recherche qui s'appelle le Cyrano pour conseiller le gouvernement, le ministère des Finances du Québec et d'autres ministères en ces temps de crise de COVID-19. Donc, voici un type d'engagement. Ensuite, je vais vous présenter des nouvelles analyses qui ont été faites et un certain nombre d'interventions dans les médias. Donc, ça veut vous donner une idée un peu vraiment du dynamisme des professeurs parce que tout ça a été fait dans les dernières semaines, évidemment. Et puis aussi, je pense que c'est un bon témoignage de l'engagement qu'on a et du genre de contribution qu'on peut avoir dans la société. Donc, une professeure, Sophie Ozotimiz, pose comme question, par exemple, comment est-ce que les risques sanitaires et économiques se propagent d'un secteur à l'autre à travers les chaînes de distribution?
Et donc, ça, c'est des estimés qu'elle vient juste de produire. À gauche, on a les risques à la santé. Donc, dans quel secteur est-ce que les gens sont plus susceptibles d'avoir une atteinte à leur santé, donc de contracter la COVID-19. Et à droite, dans quel secteur est-ce que les gens ont plus de chances de perdre leur emploi à cause des mesures de distanciation sociale. Et donc on voit comment les différents secteurs sont plus ou moins impactés par ce genre de mesures-là. D'autres types de travaux qui sont faits ces temps-ci. Mon collègue Dalibor Stevanovic, qui est une des deux personnes à la tête de la chaire de recherche en macroéconomie et prévision, qui vient tout juste d'être fondée cette année à l'UQAM. On a des prévisions en temps réel, ce qu'on appelle du nowcasting, parce que c'est des prévisions qui sont faites avec des indicateurs disponibles très, très rapidement. Et une grosse question qu'on a en ce moment, c'est qu'est-ce qui arrive avec l'économie? Est-ce qu'on est en récession? Pour savoir si on est en récession, si on va être en récession, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le PIB. Donc, le produit intérieur brut et le taux de croissance du PIB. Donc, ce qu'on a ici à gauche, c'est le taux de croissance, et ce qu'on a à droite, c'est le niveau du PIB, donc la force de l'économie, si on veut. Ces prévisions ont été faites pour le Canada et le Québec. Ce que vous voyez ici, c'est spécifiquement pour le Québec. Si je regarde le graphique à gauche, le taux de croissance du PIB, si je suis en bas de la ligne jaune, c'est qu'on serait en période de récession parce qu'il y aurait une décroissance, donc une croissance négative. La ligne droite, qui est rose, c'est ce qui se serait passé sans crise COVID. Et puis, les autres lignes, c'est des prévisions qui viennent de différents types de modèles. Puis, ce qu'on voit, c'est que la plupart des modèles prévoient des croissances négatives et donc, effectivement, une contraction de l'économie. Et ça, ce qui est très important, très intéressant dans ces modèles-là, c'est qu'ils sont faits avec des indicateurs qui sont disponibles très, très rapidement à haute fréquence, qu'on appelle. Et donc, ça peut aider le gouvernement à planifier ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochains trimestres. Un autre exemple, un collègue, Julien Martin, qui a écrit une note pour l'Institut d'études internationales de Montréal, qui est un institut à l'UQAM. Cette note se porte sur les restrictions à la mobilité internationale. Notre collègue Julien Martin est titulaire d'une recherche UQAM sur les entreprises et la mondialisation. Et donc, dans ce cadre-là, il s'intéresse à que se passe-t-il quand on ferme les frontières en cas de crise sanitaire mondiale comme en ce moment. Un autre collègue, Steve Embler, qui est affilié aussi au C.D. Howe Institute. Steve fait de la macroéconomie. Et ici, dans cette note, il en a écrit plusieurs dans les dernières semaines. Cette note se penche sur les questions de la Banque du Canada, donc de la Banque centrale canadienne, et sur les mesures liées à ce qu'on appelle en anglais le quantitative easing, donc les mesures de non-restriction quantitative, là, je n'ai pas le bon terme en français pour parler de ça, mais sur donc les mesures d'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire les baisses de taux directeurs de la Banque du Canada. Donc, voici un certain nombre de recherches qui ont été faites rapidement dans les dernières semaines. Nos professeurs aussi s'impliquent beaucoup dans les médias. Et donc ici, par exemple, un exemple, ma collègue Catherine Hack qui a parlé des impacts de la fermeture des écoles sur les apprentissages des jeunes, au micro de Patrick Lagacé au 98,5. Florian Mainris et Julien Martin qui ont écrit dans The Conversation, qui est un site de nouvelles plutôt académique où les chercheurs apportent des débats sur différents enjeux. Donc ici, on parle des chaînes d'approvisionnement et du commerce entre le Canada et les États-Unis. On a aussi un collègue, Jean-Denis Garon, qui écrit régulièrement une chronique au Journal de Montréal. Donc, dans l'exemple que j'ai mis à l'écran ici, il s'intéresse, par exemple, aux mesures d'aide qui viennent du gouvernement fédéral. Donc, il y a certaines critiques sur la façon dont l'aide a été pensée. On a aussi un autre collègue, Pierre Fortin, qui lui, que vous ne verrez malheureusement pas si vous venez à l'UQAM parce que le professeur
Pierre Fortin est un professeur émérite et donc retraité, mais quand même quelqu'un qui continue à contribuer dans le magazine L'Actualité, entre autres. Et donc ici c'était une chronique d'il y a 2 semaines dans L'Actualité. Donc, je viens de faire juste un rapide tour d'horizon des différents enjeux auxquels s'intéressent les économistes. Maintenant, je vais parler plus particulièrement des programmes, donc des programmes de premier cycle. Donc, je vais commencer par le baccalauréat en économique. Donc, l'idée derrière le baccalauréat en économique, c'est d'offrir une formation disciplinaire en sciences économiques. Les sciences économiques s'intéressent à la fois aux individus, aux groupes, aux entreprises, au gouvernement. Je pense qu'on l'a vu un petit peu par les exemples que j'ai mentionnés un peu plus tôt. Spécifiquement, l'économie, ça porte sur l'examen des comportements humains face aux problèmes engendrés par la rareté des ressources. Et donc, l'idée, c'est toujours qu'on a besoin de consommer, mais qu'il y a un nombre limité de ressources qui sont nécessaires. Et donc, la question qu'on va se poser fondamentale, c'est comment on va allouer ces ressources-là à des besoins illimités. Et on va aussi étudier les institutions que la société se donne pour les résoudre. Ce qui est intéressant dans l'économie, ce que moi je trouve le plus intéressant, c'est qu'on va parler de la société, mais on va utiliser des outils mathématiques, que ce soit pour faire de la modélisation ou pour étudier les faits, les données, donc l'utilisation de statistiques appropriées pour l'économie. Et donc, ce mélange d'études de comportement humain et de société avec la rigueur mathématique qui vient avec, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus en économie et c'est, je pense que ce qui fait la force d'une formation en économique. Donc, le baccalauréat en économique, le grade obtenu après un bac, c'est un bac en sciences, un BEC. Le programme qu'on a ici à l'UQAM, c'est un programme qui comporte 5 concentrations. Je vous ai mis les dates limites d'admission, le 1er mai pour l'automne, donc ça s'en vient bientôt, ainsi que le site web pour avoir des informations. Je le répète encore à la fin, il est facile à trouver si vous faites baccalauréat économie UQAM, de toute façon. Donc, on a 5 concentrations. Ces concentrations-là vont venir jouer sur les types de cours qui doivent être suivis le long du programme. La structure générale du programme, c'est un programme de 90 crédits, donc un bac, si on va dire standard, 90 crédits qui correspond à 30 cours, un cours généralement 3 crédits. Donc 90 crédits, 30 cours. 30 cours qui prennent donc 3 ans à temps complet, grosso modo, si on prend 5 cours par session ou 10 cours par année. La structure générale du programme est qu'il y a 16 cours qu'on va appeler de tronc commun. Donc, les cours de tronc commun, ce sont des séquences de cours obligatoires, des cours en méthode qu'on va utiliser en économie, des cours en microéconomie, donc qui s'intéressent au comportement des individus, des entreprises, des cours en macroéconomie, donc la distinction micro-macro ici. En macro, on s'intéresse plus aux agrégats économiques, et donc on va parler de taux d'inflation, on va parler de croissance du PIB, et ainsi de suite. Des cours d'économétrie. L'économétrie, ce sont les statistiques appliquées à l'économie, donc utilisées en économie. Des cours aussi en histoire de la pensée. Ici, on est assez privilégié à l'UQAM parce qu'on a 2 professeurs qui sont spécialisés en histoire de la pensée, ce qui est un créneau assez unique au Québec, en tout cas. Et des cours d'intégration des connaissances, donc un par année pour assurer le suivi à travers les différents cours. Donc ça, c'est 16 cours de tronc commun. Toutes les concentrations doivent prendre les mêmes cours. Et ensuite, il y a des cours qui sont selon la concentration. Donc, il y a 3 ou 4 cours obligatoires qui vont changer selon la concentration. Ensuite, il y a des cours au choix, mais des cours en économie. Donc, dans chaque structure de programme, il y a une liste de cours à prendre qui sont siglés économie, donc des cours en économie au choix. Et ensuite, il y a un certain nombre de cours hors économie, donc des cours qui sont au choix, donc à prendre parmi une liste, mais qui sont dans des disciplines autres que l'économie. Donc, par exemple, si vous prenez économie et finance, les cours autres vont être des cours qui vont être en finance. Si vous prenez économie et gestion, ça va être des cours qui vont être liés à la gestion, et ainsi de suite. Et finalement, un cours complètement libre. Certaines nouveautés dans notre programme cette année. Donc, on a une toute nouvelle concentration, la concentration en économie, politique et philosophie. Et je suis assez fière de cette concentration-là parce que c'est premièrement une concentration qui s'appuie sur des forces qu'on a au département,
comme je viens juste de le mentionner, nos forces en histoire de la pensée économique. On a 2 grands chercheurs en histoire de la pensée. C'est aussi une concentration qui s'inscrit dans la tradition de pluridisciplinarité de l'UQAM. Et donc, cette concentration-là est vraiment disciplinaire en économie parce qu'on a le tronc commun qui est commun à toutes les concentrations, qui est vraiment la base de l'économie. Mais dans les cours autres, on va aller puiser dans des cours en politique, en philosophie, en sociologie, donc des cours offerts par d'autres départements pour complémenter la formation en sciences économiques. Et c'est aussi une concentration qui non seulement a un pluralisme de thèmes, mais aussi de méthodes et de courants. Et donc, ça va inclure des courants hétérodoxes, des méthodes autres que les statistiques pures et dures, et ainsi de suite. Donc, je pense que ça apporte vraiment un éclairage nouveau sur beaucoup de questions en économie. Et pour ceux qui sont intéressés par les grands débats contemporains, la place de l'économie dans la société, et ainsi de suite, je pense que ça pourrait être vraiment une concentration intéressante. Une autre nouveauté qu'on a, ce sont les profils. Alors, dans la concentration économie appliquée, nous avons rajouté 3 profils. Ces profils aident au choix des cours hors économie. Donc, on se rappellera dans la structure, on avait dit qu'il y a des cours de tronc commun obligatoires. Ensuite, il y a des cours obligatoires par concentration, des cours au choix en économie et des cours au choix hors économie. Et ces profils-là viennent aider au choix des cours hors économie en proposant des listes restreintes et ciblées de cours. Donc, si vous voulez faire un profil plus quantitatif, on vous propose des cours en informatique, mathématiques et statistiques. Si vous voulez suivre un profil plus type environnement, on vous propose des cours en géographie, physique, histoire, droit, sciences, responsabilité sociale, philosophie, politique, tous des cours qui se penchent sur l'environnement, mais de point de vue de différentes disciplines. Enfin, on a un profil gestion publique qui, lui, comporte des cours en politique, droit, management, histoire, études urbaines et comptabilité dans une optique de gestion publique, d'administration publique. Ensuite, d'autres nouveautés, je ne rentrerai pas dans le détail de tous les cours, mais on a plusieurs nouveaux cours. Les 2 premiers sont des cours qui sont des cours obligatoires, donc qui font partie du tronc commun. On a un cours séminaire en économie qui est un cours de 2e année en petits groupes pour développer des idées, des débats, écrire des courts textes. Ensuite, on a un cours développement économique qui est un cours, si on veut, qui s'intéresse aux faits historiques, à l'histoire des faits en économie, mais vraiment basé avec une approche statistique, d'aller étudier comment les économies se sont développées en utilisant des données et une approche statistique. Ensuite, on a un certain nombre d'autres cours ici. Je ne vais pas tous passer en détail, mais on a entre autres 2 cours de niveau 4, là, le micro et macro 4, qui sont des cours qui sont pensés avant les cours, pardon, la séquence de micro-macro s'arrêtait après 3 cours. Et maintenant, on a introduit 2 nouveaux cours, les cours de niveau 4, donc des cours plus avancés qui permettent de mieux faire le pont entre le bac et la maîtrise. Donc, si vous pensez vouloir continuer à la maîtrise, ces cours-là aident en apportant une formation plus approfondie. Ensuite, quelques mots sur le certificat. Donc, le certificat en économique, un certificat, ça va être un programme d'1 an, enfin de 30 crédits, donc de 10 cours, qui est généralement suivi sur une période de 1 an, si les cours sont pris à temps complet. Le certificat peut s'inscrire, ne donne pas en soi un grade, mais peut s'inscrire dans un bac qui se fait par cumul de certificats. Donc, si on cumule 3 certificats, on peut obtenir un bac en administration des affaires ou en sciences de la gestion. Et le certificat en économique fait donc partie des certificats acceptés pour avoir un bac par cumul de certificats. Le certificat correspond grosso modo à la première année du bac en économique et donc permet aussi de faire des transitions entre les 2 programmes. C'est-à-dire, si vous commencez le bac en économique et que vous vous rendrez compte après la première année que finalement l'économie, c'est pas pour vous, on ne vous en tiendra pas rigueur et vous pourriez demander un transfert de vos crédits que vous venez de faire vers un certificat et donc sortir avec un certificat pour ensuite
Par exemple, continuer dans une autre discipline. Donc, si vous faites quelques cours dans votre première année je sais pas moi, en gestion, en management, en marketing, et vous vous rendez compte que c'est vraiment ça que vous voulez faire, mais vous pouvez quand même utiliser votre première année en économie pour avoir un certificat pour ensuite continuer votre bac dans d'autres disciplines. Ou vice-versa. Vous pouvez commencer par un certificat en vous disant, mais vous voulez rajouter un certificat à un programme par cumul de certificats, ou vous voulez simplement commencer vos études universitaires sans trop vous engager. Et si vous vous rendez compte à la fin de la première année que vous avez vraiment, vraiment aimé ça et que vous voulez continuer en économie, eh bien, vous pouvez utiliser ces cours-là et vous les faire créditer pour le bac en économie. Donc, ça a vraiment été pensé de cette façon-là. Et ensuite, ben, vous allez sûrement vous demander qu'est-ce qu'on fait après le bac. Je vous donne quelques exemples ici de maîtrise. Je dois mentionner une chose, les cours, les formations en économie, le fait de la profession d'économiste n'est pas une profession qui est réglée par un ordre professionnel comme la comptabilité ou la psychologie ou des choses comme ça. Donc, on n'est pas certifié économiste. Par contre, la plupart des gens qui sont engagés comme économistes, que ce soit dans le privé ou dans le public, ont fait une maîtrise. Donc, si vous voulez vraiment œuvrer en tant qu'économiste, on va probablement essayer de vous orienter non seulement vers un bac, mais aussi vers une maîtrise. On a des très bons programmes de maîtrise à l'UQAM, mais c'est pas pour ça qu'on est ici. Mais je voulais quand même vous présenter quelques-uns des exemples de nos étudiants récents et des projets sur lesquels ils ont travaillé pour faire leur maîtrise. Donc, certainement, une avenue après le bac, c'est de continuer ses études et de travailler, de faire une maîtrise pour pouvoir travailler vraiment en tant qu'économiste. Je vous donne ensuite quelques exemples en termes de perspectives d'emploi. Donc, encore une fois ici, je vous dis, si vous voulez, la plupart des gens qui veulent vraiment travailler en tant qu'économiste, vont avoir non seulement des études de bac, mais aussi des études de cycle supérieur. Cependant, si vous voulez, le bac en économie en tant que tel, c'est pas le seul débouché possible. Il y a plusieurs personnes qui, après un bac, ne continuent pas leurs études, mais vont travailler dans différents secteurs, un peu les mêmes secteurs, mais sans nécessairement avoir un titre d'économiste. Et donc peuvent effectivement contribuer parce que je pense que ce que la formation de bac en économie apprend, c'est comme un cadre d'apprentissage, une certaine rigueur par rapport à l'information qu'on nous donne et à comment la traiter. Et donc, ces capacités-là sont appréciées dans un certain nombre de cadres, dont le public et le privé. Par contre, je vous mentionne aussi donc ces différents emplois-là. On a les exemples que je vous donne ici, c'est vraiment des exemples de finissants de nos diplômés d'emplois qui se sont trouvés. Par contre, un certain nombre pour avoir un certain nombre de ces emplois-là, il faut effectivement avoir un diplôme de cycle supérieur. Donc, c'est quelque chose quand même à prendre en compte quand on commence ses études. Mais sachez que si vous voulez continuer à l'UQAM après votre bac, on a aussi des très bons programmes, mais ça, on s'en parlera dans quelques années, j'imagine. Donc, ça conclut pour ma présentation. Je vous donne ici les liens pour le programme de bac et le programme de certificat en économique. Toutes les informations sont en ligne, dont les spécificités par rapport à l'admission, les spécificités par rapport aux cours à suivre et au cheminement. Je vous donne aussi les adresses courriels générales du programme en économie ainsi que la mienne personnelle si vous avez des questions. Et puis ensuite, sachez que ça va me faire plaisir de répondre aux diverses questions que vous pourriez avoir. Donc, merci d'avoir écouté notre présentation sur les programmes de premier cycle en économie à l'ESG UQAM.